Oui, bonsoir chers compatriotes. Bonjour chers compatriotes, c'est Bertin Badiambile de progresrdc.net. Me voici encore une fois devant vos écrans pour pouvoir échanger, réfléchir ensemble. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur un sujet que personne dans ce monde aime. Les impôts, payer les taxes. Le chef de l'État était hier, samedi, au Palais du Peuple pour faire le lancement de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la bonne gestion des deniers publics. La première chose qui me vient à l'esprit, on parle souvent de l'argent de l'État parce que le chef de l'État est allé là-bas pour s'assurer que l'État puisse avoir des caisses qui vont gonfler davantage. Vous savez, les mots là, on ne peut pas dire que c'est juste un petit détail. Non, non, les mots veulent dire beaucoup et les mots peuvent déterminer dans quelle direction on est en train d'aller. Est-ce qu'on s'en va vers notre perdition ou on s'en va vers la réussite, vers notre succès? Quand on parle dans notre pays là de l'État, on pense à qui? À quoi? Ma question n'est pas l'État c'est qui, parce que un scientifique, quelqu'un qui a étudié dans le domaine de droit peut me dire que non, l'État, tout le monde est État. Mais quand on parle à la maman qui vend les arachides sur la route, à monsieur tout le monde, l'État, c'est, on pense au président, on pense au premier ministre, on pense à toutes les autorités, n'est-ce pas, qui sont à la tête du pays. Et donc, la plupart des fois, chez nous, au Congo, en République démocratique du Congo, on utilise le terme Bongo ya État, l'argent de l'État. Et le terme l'argent du contribuable, on l'utilise de temps en temps et ce n'est pas tout le monde qui est habitué à ce terme-là. Alors pourquoi on est étonné que, surtout dans le régime passé, qu'on ait des ministres qui ont volé seulement 1 million, 20 millions, 200 millions, mais évidemment parce que le langage courant est en train de parler de leur argent, l'argent de l'État. Je pense que nous devrions, dans notre contexte à nous, même si c'est vrai que l'État c'est tout le monde, mais ce n'est pas ça qui est dans la mentalité, commencer à parler de l'argent du contribuable ou l'argent du peuple. Parce que dès que cela commence à entrer dans notre cerveau, dans notre esprit et que nous les digérons, ça devient comme une réalité, l'argent du contribuable, l'argent du peuple. Ça va être difficile de digérer que quelqu'un puisse voler mon propre argent, n'est-ce pas, 3, 4, 5 millions, et puis qu'il puisse venir me donner aussi quelque chose, quelques miettes, et puis je suis content. C'est sûr que je vais être content aujourd'hui parce que c'est... il a volé l'argent de l'État. Donc l'argent des gens là qui sont au-dessus. Je suis comme un peu absent de cet État-là. Voilà pourquoi on a déjà entendu dans le gouvernement passé, dans les gouvernements là de M. Joseph Kabila, quelqu'un qui disait que nous avons le Mupatax. Nous avons le Mupatax et les gens, les Congolais allaient, ils étaient contents, ils recevaient ce Mupatax là. Pourquoi? Parce que c'est juste le Mupatax de l'État. Et toi, tu n'es pas l'État, moi je ne suis pas l'État. Mais quand on commence à dire que c'est l'argent du peuple, c'est comme il a volé mon argent. Juste pense à ton propre argent là. Si quelqu'un est venu prendre, tu sais que c'est ta paye à toi là. On t'a donné là, tu as 300 dollars et c'est tout ce que tu as pour le mois. Et que quelqu'un est venu te prendre 250 dollars, mais il t'a remis 50 dollars parce qu'il a pitié pour toi, il t'aime. Est-ce que tu vas l'accepter? Non, parce que là, tu vois que c'est ton argent. Voilà, c'est comme ça qu'on doit commencer à percevoir l'argent là du contribuable. Ce n'est pas l'argent de l'État. Donc, cette campagne-là, c'est pour que ce soit ton argent à toi, que ça puisse gonfler dans les caisses, n'est-ce pas, où se trouve l'argent du contribuable. Et cela va avoir plusieurs implications. Quand même dans la tête de nos dirigeants, dans la tête même du président du pays, il sait
que ce n'est pas l'argent de l'État. Je sais qu'il le sait, mais les mots ont un grand pouvoir sur nous, sur n'importe qui. Quand même le président sait que, oh, ça c'est l'argent du contribuable, il faut que je leur rende compte continuellement. C'est l'argent du peuple. Il y a une tradition là que le président a trouvée que moi personnellement, je souhaite qu'il puisse bannir le plus tôt possible. On peut lui concéder, accepter certaines choses parce que il est arrivé, il a trouvé les députés que pour pouvoir voter, il faut leur donner de l'argent parce qu'il était dans une situation telle qu'il était comme coincé jusqu'ici, entouré par les dinosaures du FCC de part et d'autre. Alors, peut-être des cadeaux. Mais c'est une culture que j'espère et je lui fais confiance parce que jusque-là, il ne nous a pas prouvé qu'il est là pour s'enrichir. On n'a pas encore vu des Kingakati 2. On n'a pas encore entendu qu'il a caché de l'argent dans des paradis fiscaux quelque part. S'il y en a, un jour ou l'autre, ça va ressortir parce qu'il n'y a rien qui est caché pour vrai là. Mais j'espère que même cette habitude-là des cadeaux doit disparaître dans notre pays. Parce que je n'ai pas encore vu ailleurs là que Trudeau, le premier ministre canadien, a donné des cadeaux à des ministres, je vais dire à des ministres ou à des députés ou quelque chose. Où est-ce qu'il trouve l'argent? Il a un salaire, tout le monde connaît son salaire. Où est-ce qu'il peut trouver cet argent-là? Donc, cette culture-là des jeeps, on a vu des ambongs recevoir des jeeps, c'est une culture qui, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on prend conscience que c'est l'argent du peuple, l'argent du contribuable qui doit disparaître. Et surtout, quand la question que un jour, quelqu'un qui a accès à cet argent-là doit se poser, qu'il soit le président du pays ou n'importe qui, est-ce que si je donne un cadeau à cette personne, à ce personnage, est-ce que ça serait quelque chose qui est conforme ou qui serait conforme à la volonté du peuple en ce moment? Est-ce que le peuple va l'applaudir, va être content? C'est ça la question que le président doit se poser. Et dans ce cas-là, le président va se demander à qui est-ce que je peux donner des jeeps? Quelqu'un qui a fait quelque chose que le peuple, dont le peuple, n'est-ce pas, est content et fier en ce moment. Ça peut être, on a un prix Nobel. Il représente, M. Mukwege, la fierté, n'est-ce pas, de tous les Congolais parce que dans le monde, quand on parle de prix Nobel, on regarde son pays. On applaudit. Là, il a fait quelque chose pour le bien, n'est-ce pas? Il a utilisé l'argent du peuple pour quelque chose qui fait consensus, n'est-ce pas, dans le peuple. Il a donné, je ne sais pas, là, beaucoup de cadeaux à nos militaires qui sont au front, qui se battent pour nous. Et on va applaudir. Il a donné quelque chose de spécial à des enseignants ou à des orphelinats ou des gens qui souffrent et tout le peuple sent que oui, on devrait donner, on applaudit. Mais est-ce que le peuple peut applaudir quand on a donné des jeeps à des députés? On a donné des jeeps au cardinal qui est déjà assez riche là? La réponse est non. Donc cette culture-là doit... Je suis un partisan du président Tshisekedi, mais je suis aussi un partisan d'un Congo qui doit toujours s'améliorer. Je salue beaucoup d'efforts qu'il est en train de faire parce qu'on n'entend pas là, on n'a pas de preuve qu'on est en train de voler l'argent à gauche, à droite, mais la seule chose qu'on est en train d'entendre, c'est que l'IGF est en train de faire un travail incroyable. On apprend que, n'est-ce pas, là où il y a l'argent de l'État, n'est-ce pas, différentes sociétés qui appartiennent au gouvernement, ils ont dépassé de 100% ce qui était attendu d'eux. On est en train d'applaudir. Donc, on est sur le bon chemin. Mais il y a encore beaucoup de petites choses qui doivent s'améliorer. Alors, entrons maintenant dans cette campagne, n'est-ce pas, qui est là pour nous sensibiliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui aime payer les impôts, qui aime payer les taxes? Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Que ce soit dans les pays riches, mais une chose est certaine, ces pays-là ne sont pas devenus ce qu'ils sont sans l'argent du contribuable, sans les taxes, sans les impôts, qu'elles viennent des sociétés, qu'elles viennent, n'est-ce pas, des particuliers, donc des individus là. Cet argent-là est absolument nécessaire. Dans notre pays, quand les colons étaient là, n'est-ce pas, le temps de la colonisation, tout le monde était en train de payer, n'est-ce pas, on était forcés là. Avec leur départ, c'est comme si on s'est libéré. Finalement,
on n'a pas encore besoin, on est indépendant chez nous. Sauf que cette indépendance-là nous a apporté encore beaucoup plus de pauvreté. D'un côté, parce que ceux qui avaient des moyens, ceux qui étaient riches ne payaient pas comme il fallait. Et monsieur, tout le monde ne payait pas. En plus, c'est l'argent, pas du peuple, pas du contribuable, c'est l'argent de l'État. Nous savons, n'est-ce pas, où est en train de partir cet argent-là. Maintenant, si on attend quelque chose du gouvernement, de notre, entre guillemets, État, du président, qu'il puisse faire quelque chose, que le pays puisse avancer, qu'il fasse quelque chose pour le peuple, en termes de soins de santé, que ça aille de l'avant, en termes de, par exemple, la scolarité, que l'éducation soit gratuite, qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde. Vous comprenez que tout cela passe par absolument que tout le monde devienne vraiment vrai contribuable. Parce que c'est l'argent du contribuable, alors il faut contribuer. Parce que si on n'aime pas contribuer, alors on ressemble à quoi dans les systèmes qu'on connaît déjà, qui sont les systèmes économiques qu'on connaît? On est comme les gens de droite. Les gens de droite, c'est qui? Ce sont comme les capitalistes endurcis. Eux, ils ne veulent pas payer les impôts, ils ne veulent pas payer les taxes parce qu'ils ne veulent pas vraiment l'intervention du gouvernement dans leur vie à eux, leur vie privée. Ils veulent payer le moins possible, 1, 2, 3, même 4%, n'est-ce pas? Pour que cet argent-là, le gouvernement puisse, l'État puisse s'en servir pour la sécurité du pays, par exemple, pour l'armement, des choses pareilles. Ça, c'est s'ils avaient le choix, c'est ce qu'ils feraient. Et d'ailleurs, même quand on parle de l'extrême capitaliste qui n'existe plus là, tout le monde est armé, n'est-ce pas? Chaque quartier est armé, ils n'ont pas besoin, même aujourd'hui là, presque tout le monde est armé aux États-Unis. Donc, ils ne veulent pas un gouvernement qui intervient. Et les frais de scolarité, ils payent eux-mêmes. Et les frais de santé, ils payent eux-mêmes. Donc, ce sont vraiment des gens qui sont comme des privés au vrai sens du terme. Alors, ces gens-là ne vont pas demander ou poser des questions au gouvernement. Et où est le social? Non. D'ailleurs, ils n'aiment même pas entendre le mot social parce que ça vient du socialisme. Ils détestent le socialisme. Mais nous, au Congo, vu que l'on attend beaucoup, n'est-ce pas, du gouvernement, on attend beaucoup de Tshisekedi, alors nous sommes des gens qu'on peut appeler totalement de gauche. Et donc, nous devrions payer les impôts même plus que les autres pays qui sont un peu au milieu, un peu à droite, un peu centre-droite là. On devrait payer plus d'impôts qu'eux. Or, nous ne voulons pas payer des impôts. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disent, mais on va payer comment? On n'est pas riche. Non, c'est une question de mentalité. Quand quelqu'un veut éviter les impôts là, plus même il est riche, plus il évite. Parce que dans les paradis fiscaux là, on ne trouve pas les pauvres. Ceux qui vont aller cacher l'argent à eux là, c'est souvent les riches, les millionnaires, les milliardaires. Panama Papers là, ceux qui étaient cachés là-bas, ce n'est pas n'importe qui là, ce n'est pas quelqu'un qui gagne, je ne sais pas là, 1 000 $ par année là. Donc c'est une question de mentalité. D'ailleurs, pour vous montrer là, si on prend les pays que l'on connaît là, dont on parle souvent là, la France, ils payent les impôts. Ils payent entre 11% et 45% de leur salaire, dépendamment s'ils gagnent moins, donc ça va augmenter jusqu'au maximum de 45%. Les Canadiens payent entre 15 et 29%, ça c'est au niveau fédéral. Et au niveau provincial, c'est presque la même chose, même plus pour les provinces du Québec. Et donc, vous comprenez qu'il y a des gens qui arrivent à payer presque la moitié de tout leur salaire en impôts. Les États-Unis, n'en parlons pas, de 10 à 37%. Et ils sont un peu plus à droite. Maintenant, après avoir payé ces impôts-là comme un pays comme le Canada, là, ça ne suffit pas. Tu as déjà payé, donc, de ton salaire-là, on coupe à la source. Officiellement, là, prenons que tu gagnes 3 000 $ par mois, mais ce que tu reçois en net, là, ça peut ressembler à peu près la moitié. Même parfois moins, parce qu'à part les impôts, les taxes, il y a beaucoup d'autres choses que tu vas payer. Je ne vais pas entrer dans les détails, comme si jamais pour le chômage, si jamais tu perdais ton emploi, c'est qui va t'aider là, et parfois pour les accidents, etc., etc. Donc, la personne, l'argent qu'il voit là, c'est moins. Donc, le gouvernement se sert plus. Mais d'un côté, on se plaint, mais de l'autre côté, les services sont là.
Parce que si le gouvernement n'a pas cela, c'est très, très difficile. Comment est-ce que moi, pour me consoler, je me dis là? Et si, comment est-ce que chez nous, on devrait se le dire? Est-ce que c'est difficile de payer les impôts? Oui, c'est très difficile. Ça dérange parce que c'est ton argent qui doit partir. Mais disons-nous ceci. Nous avons aussi des militaires, nous avons des soldats qui, eux, ne payent pas juste de l'argent là. Eux là, ils risquent leur vie pour notre pays, pour ce pays-là. Alors, si nous avons déjà des gens qui risquent leur vie, pourquoi est-ce que c'est compliqué pour que moi je puisse risquer juste un certain pourcentage de biens matériels, qu'aujourd'hui je peux le perdre, demain je peux le regagner. Eux, ils perdent leur vie et c'est une fois pour toutes. Donc, ici, il est question que nous, tout le monde, que ce soit ceux qui sont sur place au Congo, que ce soit ceux qui sont à l'étranger, qu'on se dise, OK, nous sommes en train de sortir d'un gouffre là qui est terrible, où presque personne ne se retrouve à part une petite poignée de gens là. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer, pour que le pays puisse aller de l'avant? Bien sûr, il y a les taxes. Mais ceux-là qui sont à l'extérieur, une chose moi qui me vient à l'esprit là, on ne paye pas les impôts, les taxes dans le pays. Mais il y a tellement beaucoup de petites choses que l'on peut faire, mais que souvent on ne fait pas. Entre autres, et que même les gens aussi sur place dans le pays là, vous pouvez faire. Il y a une politique au Québec que le gouvernement encourage, mais même parfois à travers les campagnes de publicité, acheter local. Parce qu'on est bombardé par des produits qui viennent de la Chine, qui viennent des États-Unis, etc. Mais le gouvernement va encourager, parfois il essaie d'encourager à travers des crédits d'impôt, pour que ce qui est local puisse être privilégié. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi qui es à Paris, aux États-Unis, au Canada? Quand tu te promènes là, il y a parmi nos compatriotes là des gens qui peuvent vendre des produits qui viennent du Congo, qui peuvent vendre même d'autres types de produits, mais toi tu sais qu'il est congolais. Tu es un Moulouba et tu vois qui est en train de vendre du poulet, qui est en train de vendre ça. Ah, c'est quelqu'un de Bandundu. Ah, je sais que c'est qui va venir avec toutes les chicanes qu'il y a entre les Baloubé et les Bandundu depuis les dernières élections là. Tu veux aider le pays, tu es un Moulouba, c'est quelqu'un de Bandundu qui vend. C'est ce que tu vas acheter. Et je vais te dire comment est-ce que ça va t'aider, comment est-ce que ça va aider le pays. C'est comme aussi une des façons pour toi d'acheter, de payer les impôts. Quand tu as acheté chez lui là, tout d'abord, commençons, parce qu'on a tendance, nous les Congolais, là, je ne sais pas qu'est-ce qui nous a été mis dans l'esprit, d'avoir toujours de la préférence pour tout ce qui n'est pas congolais. On le voit, on applaudit celui qui n'est pas congolais. Celui qui est congolais juste à moitié là, ah, on l'applaudit, n'est-ce pas, on le suit. Quand c'est ton propre frère là, c'est comme, ça, ce n'est pas très, très luxueux là. Mais ce qui est très ridicule et ce qui nous garde toujours, n'est-ce pas, en arrière. Quand tu achètes quelque chose là, que quelqu'un de Bandundu là vend, qu'est-ce qui va arriver de son argent? Si tu achètes celui d'un Sri Lankais, il va être content. Toi, tu manges et puis tu l'as oublié ou tu l'as porté et puis ça va se déchirer. Mais lui, cet argent-là, il va envoyer chez lui. Et ça va continuer à aider l'économie de chez lui. Ça va circuler dans l'économie de chez lui. Quand tu donnes à quelqu'un de Bandundu là, tu vois ce que tu as acheté chez lui. N'oublie pas qu'il ne va pas tout manger. Il y a aussi un petit pourcentage là qu'il va envoyer au pays. Chez qui? Chez sa tante, chez son père, chez sa mère. Toi, tu vas dire, mais c'est son père, c'est sa mère. Excellent. C'est comme ça que le pays va évoluer. Parce que quand il a envoyé son argent là chez son père, il va faire quoi? Est-ce qu'il va aller enterrer cet argent-là, n'est-ce pas, dans le sous-sol? Non. Il va aller acheter des bitegou chez les mamans Moulouba quelque part qui vend. Et c'est là aussi, il va prendre ça, il va acheter un peu du pain à quelqu'un d'autre qui est Mungala. Et le Mungala va acheter peut-être un peu de ciment parce qu'il voulait construire quelque chose. Et l'argent est en train de circuler dans l'économie du pays. Pourquoi? Parce que tu as donné l'argent à... C'est ça le local, n'est-ce pas? Va dans tous les pays, ils vont encourager local. Même si tu t'es chicané avec quelqu'un là, qu'il soit Mungala, qu'il n'est pas de chez toi là, tu achètes là-bas. C'est ça aussi un peu de sacrifice que tu fais, comme le militaire qui va aller mourir pour toi. Le militaire le militaire de Bandundu qui est au front là.
quand il va mourir, là, il ne meurt pas seulement pour les gens de Bandol, il meurt pour les Baluba, il meurt pour les Baswahili, il meurt pour tous les Congolais. Et donc, le peu de sacrifice que tu puisses aussi faire là, un vêtement, et tu trouves que ça c'est vraiment luxueux, celui de tel blanc ou celui de tel... non, ça c'est ridicule, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'évoluer dans la vraie vie là. Achète ce que le Congolais vend. Achète ce qui est local. Parce que quand tu achètes chez quelqu'un d'autre là, cet argent-là va sortir du pays et il va aider ailleurs. Et eux là, quand ils ont des choses achetées là, ils ne vont jamais acheter chez le Congolais. Je peux te garantir. Ils ne vont pas acheter chez le Congolais, ils vont acheter chez leurs propres frères, ainsi de suite. Ce n'est pas du racisme. Ça veut dire que tu encourages tout d'abord l'économie locale. Et même si vous n'êtes pas local, vous êtes à l'extérieur, vous le faites. Et c'est ainsi que le pays, parce qu'il n'y a pas que Tshisekedi qui va aider ce pays-là, c'est ridicule. C'est tout le monde qui doit aider ce pays-là quand on commence à prendre conscience que oui, je vais payer les impôts, je vais payer les taxes, je vais acheter chez un Congolais, peu importe il est de quelle tribu, parce que c'est comme ça que le pays va être aidé. Cela dit, dans le contexte où on est présentement là, je vais parler de la marche qui est de la Moka du 15 là. Est-ce que faire des marches, des manifestations, c'est une mauvaise chose? Non, c'est une expression de la démocratie. Mais en même temps, comprenons le contexte où nous sommes. Nous sommes dans un contexte où il y a un J'ai entendu quelqu'un là qui dit, j'adore beaucoup lire les commentaires sur Facebook, qui a dit, ben oui, les gens de UDPS, vous avez fait les mêmes marches, non? Quand Kabila refusait. D'accord, c'est la vérité. Mais est-ce que nous sommes vraiment dans le même contexte? Est-ce qu'un jour le Congo va démarrer? Si nous continuons avec cette mentalité-là, est-ce que nous sommes dans le même contexte d'hier où on a quelqu'un qui est à la tête du pays qui tue les Congolais chaque jour, il y a des fausses communes, il y a des opposants en prison, il n'y a rien qui fonctionne, il y a des gens qui volent des 200 millions de dollars. Est-ce que nous sommes dans ce contexte-là? Est-ce que nous sommes dans un contexte où l'ANR sème la terreur dans toute la ville? On ne veut pas entendre ce mot-là. Ou bien nous sommes finalement dans un contexte où les gens ont peur de l'IGF et pas de l'ANR. On n'entend plus parler de l'ANR, on n'entend plus parler de fausses communes, on n'entend plus parler des opposants qui sont en prison, qui sont en train de vomir du sang ou d'avoir comme pipi du sang, comme on a vu avec les Franck Diongo d'hier. Donc, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Nous sommes dans un contexte qui est loin d'être parfait. Ça, c'est la vérité. C'est loin d'être parfait. Mais il faut qu'à un certain point, le Congolais démarre. Il ne faut pas toujours que les hommes politiques, oui, on doit se battre toujours, mais tout en ne mettant pas les bâtons dans les roues, avec les roues du seul pilote que nous avons qui veut faire démarrer le Congo. Parce que si aujourd'hui Fayoul fait ça à Tshisekedi depuis le pays ne démarre pas, il attend 2023 pour que lui fasse démarrer le pays. Combien de gens seront déjà morts avant ces 2023 là? Que Fayoul ne va pas aller sortir de leur tombeau pour après l'applaudir. Des millions et des millions qui meurent chaque jour parce qu'ils ne sont pas en train d'être nourris. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, monsieur Fayoulou. Quand maintenant toi tu prends le pouvoir, prenons, parce que moi je souhaite qu'il y ait alternance dans ce pays-là, à un certain point, que celui qui mérite puisse prendre le pouvoir, et que tu fais ça aux gens de UDPS. Est-ce que tu oublies que eux, leur capacité de mobilisation est de loin supérieure à ce que tu as? Et que s'ils ont fait des problèmes à quelqu'un comme Mobutu qui était un roi incontesté, quand on ne parlait même pas des partis politiques dans ce pays-là, s'ils ont fait, n'est-ce pas, transpirer Kabila, parce qu'on voyait des chars de combat à l'UDPS, n'est-ce pas, avec des militaires étrangers, on n'a pas vu ces chars de combat-là au quartier général de l'Ensemble ou au quartier général de l'ESID, Ensemble n'existait même pas. Donc, si ce que tu fais à l'UDPS et que tu prends le pouvoir, l'UDPS veulent te déstabiliser pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent ici au Congo pour investir, on va finir où avec ce pays-là? C'est que nous voulons voir aujourd'hui comme opposants, nous voulons voir des opposants qui mettent des situations telles que
il y a plus d'investisseurs grâce aux opposants parce qu'ils ont un meilleur discours, parce qu'ils créent la paix. Comme ça, en 2023, là, on va applaudir ces opposants-là. On ne veut plus des opposants qui mettent les bâtons dans les roues pour que le peuple continue à souffrir. Comme ça, Tshisekedi va être bouté dehors. Parce que qui te dit que eux, là, les gens de l'UDPS vont te laisser la vie tranquille à toi? Si toi, tu fais ce que tu fais aujourd'hui, la haine qui existe déjà tribale va toujours continuer, ça devient un cercle vicieux et ce pays-là ne va pas évoluer. Dans d'autres pays là où il y a des vrais opposants là, les opposants ne mettent pas les bâtons dans les roues à leur économie, à ce qui peut attirer les investisseurs. Non. Ils vont même montrer au gouvernement, à celui qui est au pouvoir, que messieurs, ce que vous faites là n'est pas bon, ça ne va pas attirer les investisseurs. Les investisseurs vont avoir peur de ceci, de cela. Voilà qu'est-ce qu'on doit faire de mieux. Et le peuple écoute les débats des chefs. Et le peuple va faire un bon choix parce que quel est le chef qui nous aide à avoir des bons investisseurs, mais vous êtes en train de mettre les bâtons dans les roues. Que tu prennes le pouvoir ou que Tshisekedi prenne le pouvoir, est-ce que le peuple va aller manger chez Tshisekedi ou chez Katumbi ou chez Fayulu? Non. Donc, c'est très important. Cette marche-là, oui, on est en démocratie, mais nous ne sommes pas du temps de Kabila où on pouvait dire là, oh mon Dieu, comment est-ce qu'on peut survivre ici là? Non, c'est faux. On peut faire tout ce qu'on dit là, mais si ça existait là, on aurait vu des vidéos, des gens qui sont dans des cachots privés là, on aurait vu des gens qui sont en Makala injustement là, on aurait vu des opposants. Il n'y a aucun opposant qui est là-bas. Les seules personnes là que je connais là, c'est des Nda là. Mais ça, c'était son problème. Les menaces de mort, là, on ne les fait à personne. Que ce soit au Canada, aux États-Unis ou n'importe où. Il est là-bas pour son propre problème. Donc, pour conclure, vraiment, nous nous invitons, nous tous, que ce soit Congolais de la diaspora, que ce soit Congolais qui est sur place, comprendre que le développement de ce pays-là, c'est l'affaire de nous tous, l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas juste l'affaire du président Tshisekedi, c'est l'affaire de Fayulu, c'est l'affaire de Muzito, c'est l'affaire de Katumbi. Donc, vous tous, tout le monde doit faire tout pour que le Congo puisse aller de l'avant. Maintenant, qui va être élu? C'est celui qui vient avec des meilleures idées. Comment est-ce qu'on peut attirer les investisseurs? Parce qu'il n'est pas dit que pour qu'on puisse élire ou voter pour Fayulu, il faut absolument faire tout pour que Tshisekedi échoue. Ça, c'est vraiment être dans l'antiquité là. Parce que pendant que vous faites cela, qui est en train de payer? Est-ce que Tshisekedi est en train de mourir de faim ou les enfants de Tshisekedi? Non, c'est le peuple congolais qui est en train de souffrir. Je vais m'arrêter par là, mes chers compatriotes. Je vais vous demander si vous avez aimé ce court vidéo, de le liker, d'aimer, de le partager et surtout de vous abonner. C'est la seule façon que nous allons petit à petit atteindre un grand public et éventuellement conscientiser notre peuple. Si vous voulez savoir c'est quoi, où est-ce que je me situe, est-ce que je suis pour Tshisekedi, est-ce que je suis pour... Oui, je suis pour Tshisekedi, mais pas parce qu'il est Tshisekedi, mais parce que je suis contre tous ceux qui sont en arrière de ces multinationales, les mêmes multinationales qui ont été dans ce pays-là depuis très longtemps, qui ont travaillé avec Kabila, qui l'ont soutenu quand il n'avait même pas gagné les élections, mais qui se sont éloignés de lui parce qu'ils ont vu qu'il commençait à leur tourner de dos pour aller vers les Chinois, pour aller vers d'autres personnes et qu'il commençait à vouloir revoir le code minier. Or, notre pays ne peut pas évoluer si ce code minier-là n'est pas revu pour que ce soit gagnant-gagnant. Et donc, ces mêmes multinationales-là sont derrière Fayulu, que j'aurais soutenu s'il avait eu le pouvoir et que ces gens-là n'étaient pas en arrière de lui. Donc, les Américains sont loin d'être parfaits. Mais moi, je les soutiens en ce moment parce qu'ils ont intérêt. On connaît leur lutte là qui est dans leur cerveau là. Eux là, c'est tout ce qui s'appelle terrorisme. Ils sont contre cela. Donc, s'ils sont dans ce pays-là pour lutter contre le terrorisme, lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent qui va servir aux terroristes, ça veut dire qu'ils vont nous aider réellement à restaurer, n'est-ce pas, la paix dans l'Est.
Pendant que ces multinationales-là n'aiment pas la paix dans l'Est, on le voit avec leur radio, comment est-ce qu'ils sont en train de dire que l'état de siège, c'est un échec, alors que sans l'état de siège, c'est quoi autre possibilité qu'on pouvait avoir dans ce pays-là pour chercher à avoir la paix, n'est-ce pas, auprès de nos compatriotes qui sont dans l'Est. Donc, voilà pourquoi je suis plus avec le président Tshisekedi plutôt qu'avec tous ceux qui sont soutenus par ces multinationales qui refusent le code minier que Kabila, finalement, vers la fin de son règne, a promu et qu'on sait que avant la fin, n'est-ce pas, avant les élections, tous ces gens-là étaient à l'extérieur du pays, mis dehors par Kabila, et cela explique aussi pourquoi Kabila a été abandonné. En tout cas, merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé et je vous dis à très très bientôt. Merci.